24 heures, 48 heures, là, t'es chamboulé, tous tes repères. Il y a une bombe dans tout. Une fois que les traitements sont terminés, une fois que les gens qui ont guidé tes soins te disent « Mais t'es guéri? » Mais non. C'était un extrait du nouveau balado du Devoir, Les Guéris, qui tente de répondre à la question « Comment reconstruire sa vie après un cancer? » Parce qu'au Québec, il y a 70 000 nouveaux cas de cancer qui sont diagnostiqués chaque année. Et les 2 tiers des patients qui vont survivre à leur cancer. Mais que se passe-t-il après, une fois les traitements terminés? J'en parle ce matin avec Marie-Paul Rouleau. C'est une ancienne collègue, journaliste ici à Radio-Canada, qui est réalisatrice de ce balado. Bonjour, Marie-Paul. Bonjour. Alors, le projet qui est né de votre sœur qui a soigné un cancer, mais qui, à la fin de ses traitements, a senti un grand vide pour l'après. C'était quoi l'idée de base de votre balado, en fait? Alors, l'idée de base, si je peux vous en faire un peu la genèse, c'est que moi, je suis une très grande amie de ma sœur. Et puis, en décembre 2019, elle a eu un diagnostic de cancer du sein. Ma sœur est médecin à la Cité de la Santé à Laval. Et puis, quand ses traitements ont été terminés, elle a fait une espèce de fête. Elle est allée sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Elle a levé les bras en l'air et a dit « C'est fini! » avec toute la puissance de ses poumons. Puis, les mois ont passé, puis même les années ont passé, puis elle s'est rendue compte qu'elle était encore prise avec des effets secondaires dont personne ne lui avait parlé. Alors, elle m'a dit: moi, je comprends pas, je suis médecin, je suis là-dedans à la journée longue, personne ne m'avait averti. Qu'est-ce qui se passe pour monsieur et madame tout le monde? Tu devrais faire quelque chose avec ça. Alors, on comprend dans les témoignages, dans votre balado, parce que vous parlez à votre sœur, mais vous parlez à d'autres personnes aussi, qu'on n'explique pas aux gens quoi faire après l'intervention médicale d'un traitement de cancer. Non, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que le concept même de survivance, donc le moment, l'espèce de purgatoire au moment où les traitements sont terminés mais qui n'étaient pas encore guéris, ça a été établi il y a 40 ans. Donc, sur le plan scientifique, là, tout ça, c'est vraiment documenté. Mais le problème, c'est que, selon un vaste sondage qui a été fait auprès de 2000 patients et scientifiques et cliniciens au Québec, il y a seulement 33 des professionnels de la santé qui s'estiment assez informés de ce qui se passe de la vie après le cancer. C'est pour ça que, dans le fond, c'est sous le radar en ce moment au Québec. D'autant plus qu'il y a 40 ans, quand on entendait le mot cancer, il y avait une chance sur 2 qu'on en meure. Ben voilà, alors qu'aujourd'hui, les chances... Les 2 tiers des personnes. Voilà, en fait, la science a évolué et c'est tant mieux. Quelles sont les plus grandes difficultés pour les patients après la fin de leur traitement? Alors, il y a beaucoup d'effets secondaires. Le plus prévalent, c'est la fatigue. Mais là, je parle d'une fatigue débilitante là, qui t'empêche vraiment d'avoir une vie satisfaisante. Donc, il y a 80 des patients qui souffrent de fatigue. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'un an après la fin des traitements, il y a encore 40 des patients qui souffrent de fatigue vraiment débilitante. Et il y en a pour qui ça reste pour toute la vie. Ça, c'est un des principaux effets secondaires. Il y a beaucoup d'effets aussi sur la sexualité pour les gens qui ont eu cancer de la prostate, cancer du sein. Et une des choses qui est assez, je dirais presque spectaculaire, c'est ce qu'on appelle le brouillard cérébral. Ça, c'est engendré par la chimiothérapie, et ça fait en sorte que les gens, pendant des mois, parfois des années, il y a des gens qui se remettent jamais vraiment de ça, ils ont des problèmes de mémoire, ils ont des problèmes de concentration. Et ma sœur raconte ça d'une façon assez spectaculaire. Elle me raconte qu'un jour, du mois d'août, plusieurs mois après la fin de son cancer, elle sort dehors. Elle s'aperçoit que toutes ces plates-bandes, elle qui adore jardiner, étaient comme une jungle. Puis là, c'est bizarre, ça a l'air un peu anodin, mais ça lui a vraiment fait peur parce qu'elle s'est dit « Mon Dieu, je suis plus dans ma vie. » Je me rends même plus compte que je ne m'occupe plus de mes fleurs. C'est ça. Puis qu'est-ce que je vais faire quand je vais être obligée de retourner travailler comme médecin à l'urgence où là, j'ai comme 40 secondes pour réagir, finalement, pour être efficace. Donc, ça, le brouillard serait... Puis elle en avait jamais entendu parler. Quand elle a parlé de ça à son spécialiste, le spécialiste me dit, bien oui, c'est courant, c'est quelque chose qui est courant. Est-ce que dans le balado, vous parlez du temps que ça prend pour revenir à une vie normale? Oui, bien, c'est les gens qui m'en parlent, évidemment, comme ma sœur Brigitte qui me raconte son histoire à travers le balado. Elle, ça lui a pris 2 ans avant de commencer à reprendre là, le contrôle de sa vie. Puis c'est tout récemment, là, 4 ans après son diagnostic, là, qu'elle a vraiment l'impression que là,
elle est en contrôle de sa vie, même si, évidemment, elle vit encore, comme par exemple, elle a eu une mastectomie totale. Elle a été des années sans pouvoir se regarder dans le miroir. Donc, c'est sûr qu'elle est changée pour toujours, mais aujourd'hui, après 4 ans, mais évidemment, il faut le préciser, là, chaque cancer est un cas particulier et puis ça dépend des gens. Comment vous expliquez ce trou noir dans notre système médical, cette absence d'accompagnement pour l'après-opération, l'après-traitement médical d'un cancer? Bien, il faut dire que le traitement du cancer, c'est vraiment confié à des spécialistes. Ces gens-là sont formés pendant des années, pour traiter la maladie. Et donc, c'est là-dessus, puis c'est normal, puis les gens sont contents de ça, c'est là-dessus qu'ils se concentrent. Mais il y a un des spécialistes qui m'a dit, dans le fond, on traite le patient, mais on oublie l'humain derrière. Parce qu'à l'heure actuelle, d'après ce qu'on me dit, dans les facultés de médecine, la vie après le cancer, on ne se concentre pas vraiment là-dessus. Alors, c'est ça qui explique ce qui fait que c'est un peu un trou noir. Une fois que tes traitements sont finis, les spécialistes vont te revoir, mais ils vont toujours te revoir sur le plan de la mécanique du cancer pour être certain qu'il n'y a pas de récidive, pour te protéger contre ça. Mais il n'y a pas vraiment de structure à l'échelle du Québec, à l'heure actuelle, pour s'occuper des patients pour leur vie après le cancer et tout ce qui les touche pendant plusieurs années. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des ressources pour ces personnes? Là, à l'heure actuelle, le ministère de la Santé et des Services sociaux, très récemment, en septembre dernier, a fait de la vie après le cancer une priorité du système. Et il y a eu un grand projet qui s'appelait le projet Transition, qui a mis en quelque sorte en place ce qu'ils appellent, eux, une boîte à outils pour que chaque service qui donne des soins aux patients commence à s'impliquer dans la vie après le cancer. Donc, ça commence à s'organiser au Québec. Il y a déjà, depuis un certain nombre d'années dans certains endroits, dans certains hôpitaux spécialisés ou hôpitaux spécifiques, où il y a déjà des services, comme des services de patients partenaires qui sont donnés par les patients qui ont déjà eu eux-mêmes des cancers et qui accompagnent ceux qui sont aux prises avec le cancer. Mais de façon systémique, là, ça commence à se mettre en place. Et évidemment, on est aux prises avec, comme pour tous les autres services, avec des problèmes de ressources. Manque de psychologues, manque de sexologues, manque d'infirmières aussi. Et quand même, une lueur d'espoir, oui, que ça commence à bouger. Oui. Très intéressant. Je rappelle à tout le monde que le balado du Devoir, Les Guéris, c'est 6 épisodes. C'est disponible sur YouTube, au Devoir également. Marie-Paul Rouleau, je rappelle que vous êtes journaliste et réalisatrice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Puis, c'est un sujet qui touche tout le monde, alors il faut en parler. Merci. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir de vous revoir.